Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux dans cette énorme salle pour cette session SFAR ESAIC. J'ai le plaisir de co-modérer cette session avec le professeur Sigismond Lazocchi, en fait parce que nous sommes tous deux, donc Sigismond est au Council, c'est-à-dire au conseil d'administration de la Société européenne d'anesthésie et de réanimation, et moi je suis représentant de la société à l'ESAIC. Et donc, on aura le plaisir après de voir un petit peu faire un survol des recommandations et des publications de l'ESAIC d'une part et du Journal européen d'anesthésie d'autre part. Mais pendant une dizaine de minutes, on voudrait vous expliquer un petit peu quelles sont les relations entre l'ASFAR et la France en particulier, et le Congrès européen et la Société européenne d'anesthésie. Sigismond ? Merci Pierre. Alors je ne sais pas si... Donc l'idée là, c'était de vous rapporter la vision du futur président de l'ESAIC et un petit peu ce qu'on pourrait, nous, Français ou anesthésistes membres de l'ASFAR, faire. Donc comme l'a dit Pierre, l'ESAIC, moi je vous rapporte ça parce qu'en fait j'y suis assez nouvellement arrivé et j'ai un peu découvert aussi les organisations et on pensait que c'était intéressant de faire partager ça parce que finalement on n'est pas si nombreux que ça comme Français au sein de l'ESAIC et peut-être qu'on a une opportunité là de faire porter notre message pour la profession. Donc c'est effectivement une société savante avec un board comme pour l'ASFAR et qui a deux entités, un council où il y a effectivement un représentant par pays. Ce n'est pas pondéré par la masse de médecins du pays ou le PIB ou quoi. Donc Malte a un représentant, la France a un représentant. Bon, donc ça veut dire que c'est par les membres et par les comités qu'on peut faire bouger les choses. C'est pas forcément par le Conseil, puisque chacun a la même voix au Conseil et donc c'est assez peu probable qu'on arrive à faire changer des choses par une seule voix contre 25. Et puis il y a le conseil le NASC, des sociétés savantes, qui, si tu veux en dire un mot, Pierre. Oui, qui lui, Elie, n'a pas une voix par pays, mais a le nombre de voix représentant le nombre de professionnels membres de l'ESA. Ce qui fait que si vous n'êtes pas membre de l'ESA, on a peu de voix. Et il y a certains pays, comme par exemple les Pays-Bas, où quasiment tous les anesthésistes sont membres de l'ESA et donc ont une voix plus importante que la France, où il y a finalement très peu d'anesthésistes qui sont membres de la Société européenne. Parce que nous, on a une très forte société savante et qu'on n'a pas forcément ce besoin, alors que d'autres pays, y compris des pays, je dirais, européens développés, n'ont pas notre société savante nationale forte. C'est le cas des Pays-Bas, par exemple, et d'autres pays comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne sont, eux, très impliqués, même s'ils ont, eux, aussi une société qui est importante. Un point important, c'est qu'il y a un double membership à l'ESAIC. On peut être, alors je ne sais plus, membre associé. Enfin, ce qu'on est, nous, quand on est à l'ASFAR, on a une coadhésion à l'ESAIC, mais on n'est pas membre complètement actif à ce moment-là. Et donc, il faut repayer une cotisation supplémentaire pour être membre avec droit de vote, en gros. Membre qui compte avec la carte Gold. Voilà. Donc, le prochain président de l'ESAIC, donc c'est juste d'ailleurs l'ESAIC, c'est le nouveau nom de ce qu'on a toujours appelé nous l'ESA, puisqu'il y a une volonté de développer le parti soins critiques au sein de la Société savante d'anesthésie-réanimation européenne, ce qui est aussi d'ailleurs un peu notre volonté de développer l'aspect soins critiques, en tout cas de bien marteler que les anesthésistes sont anesthésistes réanimateurs et médecine péri-opératoire. Donc l'ESAIC, ça a changé il y a 2 ans. Ouais. Et c'est un premier message du précédent, d'ailleurs, président, Karl Zakharovsky, qui a fait ce changement.
Donc Wolfgang Bühr, il est allemand exilé aux Pays-Bas. Il est responsable du service de Maastricht. Il a une vision qui, je pense, on partage, qui est que l'anesthésiste, il est impliqué dans les 2/3 des patients de l'hôpital, au sein, enfin dans toutes, c'est lorsque on connaît tous, hein, mais dans toutes les, enfin aussi bien au bloc opératoire que dans les soins critiques, mais que dans les SAMU urgences, les centres de douleur, etc. Et donc il a cette vision un peu comme nous d'un anesthésiste qui est vraiment avec un large panel d'activités. Et je pense que ça c'est déjà un point commun qu'on partage et qui est important. Il a aussi cette vision que le futur de l'anesthésie, c'est d'aller en dehors des blocs opératoires et de faire de la médecine péri-opératoire, et que c'est quelque chose qu'on doit développer, encourager, et qui fait partie de notre profession. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on partage fortement, hein, puisqu'on a changé notre appellation par anesthésie-réanimation, médecine péri-opératoire. Il sait bien que les choses prennent du temps, et donc il a aussi cette volonté qu'on avance en concertation et en discussion. Et voilà, ça, c'était cette diapo-là de son projet quand il a voulu se faire élire et qu'il a réussi. Il n'y avait pas beaucoup de candidats, hein, mais et donc c'est le développement durable, une de ses priorités. L'implication dans les nouvelles technologies, et c'est quelque chose que l'ASFAR aussi regarde aujourd'hui, c'est de faire attention aux futurs anesthésistes réanimateurs, aux jeunes, et c'est une vision qu'on partage également. Bon, il y a la question qui est assez prégnante pour les AIC, des liens avec l'industrie, parce qu'ils sont très dépendants de l'industrie pour vivre ou survivre. Et donc, bon, ça c'est quelque chose qu'on partage peut-être un peu moins. Et puis, un point qui est que sur les ressources, c'est les ressources en médecins anesthésistes réanimateurs avec une inquiétude sur les pertes. Donc rapidement, les forces de l'ESAIC, et ce que je pense font bien, c'est qu'ils ont fait un diplôme européen qui valide et qui est important notamment pour tous les pays de l'Est, tous les pays du sud de l'Europe qui ont du coup un corpus de formation et de validation des connaissances qui est assez fort et assez structurant. Une volonté d'accompagner la sécurité des patients qu'on partage aussi, mais quelque chose qui, je pense, il développe assez bien, et puis un peu de financement de recherche avec ces grandes études là, en lien avec l'industrie quand même. Sur le développement durable, donc une priorité, un appel à redévelopper, à continuer, je dirais plutôt, l'implication de tous dans le développement durable. Et ça, c'est quelque chose qu'on partage très fortement. Enfin, Pierre est à l'origine de ça, aussi bien d'ailleurs chez nous qu'au niveau européen. Donc quelque chose qu'on partage beaucoup. L'enjeu du passage au numérique avec beaucoup de big data, beaucoup de logiciels, beaucoup de discussions même parfois philosophiques sur ce qu'on doit faire de ces données, est-ce que ça doit être ouvert, fermé, la sécurité des données médicales, les algorithmes qu'on va nous donner de plus en plus sans même qu'on en soit conscient pour nous aider à la décision et qu'on ne va pas forcément maîtriser. Toutes ces questions-là, c'est un enjeu reconnu par les AIC et c'est un enjeu que l'ASFAR reconnaît aussi. Et je pense qu'on aura probablement intérêt à échanger et à voir, surtout si on veut avoir des normes européennes ou il y a un niveau qui va se jouer au niveau européen, forcément. La volonté de former les jeunes et d'être attractif pour la spécialité, un enjeu qu'on partage aussi. Et puis, bon, le partenariat
avec cette idée, donc avec l'industrie, pour ça c'est plus une problématique, je dirais, de l'ESAIC, mais cette idée aussi que le patient doit être un partenaire, ça c'est une question, je pense, qui est aussi d'actualité pour nous. La question se pose de plus en plus dans les référentiels, est-ce qu'il faut avoir un patient ou un représentant des patients qui nous permettent de valider ce qu'on fait, et c'est une question que je pense qu'on partage aussi. Et puis, la difficulté sur les pénuries de médecins, cette fois-ci, après les médicaments, le plastique, les DM, etc. C'est les médecins. Et je pense que nous, on a aussi un enjeu démographique qui se joue dans la compétition sur le nombre de postes d'internes, hein, notamment, et qu'on peut essayer de faire reconnaître aussi au niveau européen. Voilà. Cet enjeu-là, il passe par l'attractivité de la profession. L'attractivité de la profession, c'est aussi le bien-être au travail. Et c'est une préoccupation, je dirais, de l'ASFAR et qu'on partage. La volonté de rediscuter avec les sociétés savantes, justement pour faire avancer la cause, je dirais, des anesthésistes au niveau européen en termes de nombre de médecins. Bon, ça je vais passer. Donc la question pour nous, c'est comment est-ce qu'on peut être partenaire, je dirais, en tant que Français, membre de l'ASFAR, de ces projets de l'ESAIC qui sont assez proches des nôtres et qui peuvent être un levier essentiellement pour aller faire du lobbying au niveau de la Commission européenne, au niveau, à un niveau vraiment transnational. Donc il y a la question d'être évidemment membre actif de la société pour que le NASC ait plus de poids, pour qu'on ait plus de poids dans les éléments de représentativité au sein de l'ESAIC. Et puis il y a probablement d'être, une fois qu'on est membre, de pouvoir aller candidater pour le comité scientifique de l'ESAIC, qui a complètement changé, je vais vous le montrer la diapo d'après, et qui fait le programme du congrès et qui donc définit finalement la visibilité en l'occurrence, disons des Français, mais des nationalités au sein du congrès. Et ça, c'est quelque chose où finalement, il y a très peu de Français actuellement dans le comité scientifique. Et probablement du fait du renouvellement du comité actuellement, je pense que des postes vont être à pourvoir, c'est déjà le cas là, mais régulièrement. Et donc c'est potentiellement une opportunité pour nous d'aller représenter la France, je dirais, dans le comité scientifique pour qu'on ait notre voix aussi dans le scientifique. Donc le nouveau comité scientifique qui commence cette année, alors je vais essayer de vous expliquer parce que j'ai rien compris, c'est plus par discipline ou quoi, c'est un grand paquet qui s'appelle anesthésie générale, médecine périopératoire. Alors donc c'est un président de comité avec le prochain qui arrive, et puis ensuite 4 présidents de sous-comités, anesthésie générale et médecine périopératoire, donc à peu près tout, redistribué en sous-groupes que vous avez là. Un comité de recherche sur qui s'appelle patient. Alors c'est par filière de patients. Et là, notamment, on demande des gens en gériatrique, anesthésie gériatrique. Un sous-comité de recherche par organe. Et là, avec la volonté justement de pouvoir mettre plus de réanimation et plus de visibilité de la réanimation, alors qu'avant, il n'y avait qu'un comité réanimation. Et donc là, finalement, il y aura les réanimateurs du poumon, les réanimateurs du rein, les réanimateurs du sepsis. Et c'est, je pense, l'enjeu principal était là, puisqu'en fait, il y avait, je ne sais plus, 4 personnes ou 5 personnes dans le comité réa. Et donc finalement, ils n'arrivaient jamais à avoir même 2 personnes pour discuter du rein. Un sous-comité de thérapie qui travaille des médicaments, airway et transfusion hémostase.
Bon, il y a le trauma là, enfin bon, on comprend pas trop. Un sous-comité, la vie est dans le numérique, avec des choses assez détaillées, et puis un gars tout seul qui fait de l'éthique. Voilà, donc c'est nouveau. Les postes vont être à pourvoir régulièrement, et donc je pense que ça aussi c'est quelque chose où on peut jouer notre carte et y aller. Et donc je suis toujours très optimiste, parce que la réalité actuelle, c'est que ça c'est le dernier congrès de l'ESAIC à Milan. On était 86 sur site et 27 en ligne, donc ça fait quand même plus que 100. Ça fait moins que 6000. Hein. Et donc, on a probablement un enjeu à être un peu plus représenté. Donc, en conclusion, on a des visions très partagées entre la SFAR et l'ESAIC sur nos défis à venir et sur là où on veut aller pour la profession. Et peut-être que c'est un enjeu pour nous d'être plus actifs dans les AIC pour faire avancer ces sujets au niveau européen, parce qu'on voit que de temps en temps, il y a des sujets qui sont évidemment européens. Merci. Merci Sigismond. Enfin, pour synthétiser, on a quand même une grande hétérogénéité de vision de l'anesthésie-réanimation au sein des pays qui sont représentés par l'ESA. Alors, ce n'est pas l'Union européenne, c'est l'Europe vue par l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est plus large, avec des pratiques qui sont encore très hétérogènes, ce qui fait que quelquefois, quand l'ESA produit des documents, j'ai l'impression qu'ils défoncent des portes ouvertes pour la France, parce qu'on a au niveau national déjà une maturité, on peut le dire, hein, qui est très importante au niveau européen. Mais d'un autre côté, on a quand même intérêt à s'y investir pour plusieurs raisons. C'est qu'il y a des directives européennes qui se mettent en place, pour lesquelles on ne peut pas laisser uniquement les germano-autrichiens et néerlandais s'exprimer, parce qu'on peut ne pas avoir la même vision qu'eux sur des directives européennes qui concernent l'anesthésie. C'est aussi une porte d'entrée vers les organisations internationales, et l'OMS en particulier, pour pousser des sujets de santé publique, comme le sepsis par exemple. L'autre élément, c'est qu'il y a des instruments qui sont extrêmement importants. On a un journal européen d'anesthésie dont nous avons la chance que le rédacteur en chef soit un Français, donc professeur Marc Samama. Et on a aussi, et on va l'aborder maintenant, la problématique des recommandations. Alors, ce n'est pas une problématique, c'est une solution. Il y a des recommandations européennes qui sont produites par l'ESA. Et la question qui se pose, c'est que fait-on de ces recommandations? Que disent-elles? Est-ce qu'elles s'appliquent en France? Comment s'appliquent-elles? Et je pense qu'on peut commencer la session de cette façon-là. Donc, on a intérêt à participer aux travaux de la Société européenne d'anesthésie et de soins critiques. On va essayer de voir ce qu'on peut finalement tirer au niveau français.